Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, le 7 juillet à Paris, au cinéma L'Archipel, très bon cinéma, mais c'est un pléonasme quand on parle de l'Archipel, il va y avoir un film qui sera projeté à 20h30. Ce film s'appelle L'Amertume, c'est un film réalisé par Théodore Gimeno. Et il faut savoir que Théodore Gimeno m'a écrit il y a quelques jours pour me parler de ce film, de cette projection. Et déjà, je suis très content et très honoré parce que cela signifie que, à mon avis, il voyait que c'était possible de le faire. Et ça, je suis très content lorsque des abonnés ou d'autres viennent comme ça me demander si on peut faire une émission sur tel livre ou tel. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, enfin, c'est l'objectif principal de l'existence de cette chaîne, donc je suis très content. Et Théodore a bien voulu m'envoyer le lien de visionnage du film parce que je ne pouvais pas me déplacer. Et là, pour le coup, j'en suis vraiment reconnaissant parce que c'est un film étonnant et merveilleux qui a été finalement pensé pour délimiter les cadres, et donc il n'y a rien de mieux qu'une salle de cinéma pour cela, et il est là pour nous en parler, et je suis vraiment très content. Donc je vais lui poser cette première question très godardienne, ça j'aime bien le répéter, mais c'est pas grave. Comment allez-vous? Comment ça va? Je vais très bien, merci pour l'invitation, pour les mots, ça me touche déjà. Oui, comme vous l'avez dit, en plus, moi, je vous suis, je vous écoute, je regarde les discussions que vous avez avec les invités. Donc, ça me portait à cœur de vous envoyer un petit message. Le fait que vous ayez pris le temps de regarder le film, c'est déjà énorme. Donc voilà, moi, je suis très heureux d'être là. Merci. Alors, je répète, hein, et je vais le répéter souvent dans cette émission, c'est vendredi, parce qu'on enregistre le 4, donc c'est vendredi 7 juillet, 20h30, le cinéma L'Archipel à Paris. J'espère qu'il y aura des projections un peu partout en France pour celles et ceux qui n'auront pas la possibilité, la chance en tout cas de se déplacer. Et c'est à 20h30 et le film s'appelle L'Amertume. Ma première question que je pose très souvent à mes invités pour savoir un peu d'où ils viennent, cinématographiquement, c'est l'image marquante. Et l'image marquante, je l'ai piquée à Serge Danet, c'est tout simplement une image, une photographie, une peinture, un extrait de film, bien évidemment, ou alors quelque chose qui serait, que vous auriez fantasmé et qui serait généralement lié à l'enfance. Et cette image, avec le temps, pourrait représenter le rapport que vous entretenez avec toutes les images. Est-ce que vous avez, vous, une image marquante? Ouais, alors j'ai une image cinématographique et qui fait partie d'une œuvre en fait qui m'a marqué. Peut-être que ça reviendra du coup à l'image marquante, peut-être que je la trouverai en parlant. Mais il y a peut-être quelques années, j'ai un professeur d'art en fait qui m'a demandé de faire une petite investigation sur ce qu'était la théorie d'auteur, et par cela j'ai regardé le film Les 400 coups. Et l'image marquante, c'est peut-être le premier générique avec cette musique en fond, avec c'est le plan dans la voiture, on voit la tour Eiffel, des 400 coups du coup que Truffaut organise et met en scène dès le début. Tout ce film est une image marquante. Après, si je devais aller encore plus loin, ouais, j'ai été toujours plus ou moins proche de l'image photographique. J'ai un père qui a été photographe et photographe de mode, donc j'ai vu énormément d'images dans ce sens-là. C'est les visages, moi, qui me touchent énormément. Donc, je ne sais pas si je pourrais l'attribuer à une œuvre en particulier. Ensuite, avec le temps, j'ai tellement regardé, j'ai tellement essayé d'apprendre, de me plonger dans l'œuvre de plein de gens, Truffaut, Godard. Déjà, c'est les premiers noms auxquels je peux me rattacher avec leurs images. Je peux voir le visage d'Anna Karina qui me revient. Je peux voir, juste Antoine Donnel. Ça, c'est quelqu'un c'est une image, lui en soi-même, c'est une image qui me reste assez forte. Peut-être la première. J'ai l'impression que, vous concernant, j'ai l'impression que la question de savoir quand est-ce que le cinéma est devenu pour vous une évidence est peut-être une question qui serait peut-être inutile. J'ai l'impression que
sans être... Enfin, j'ai l'impression que vous baignez dans l'image depuis très très longtemps, en fait, que cette question ne se pose même pas, ou même plus vous concernant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti quand j'ai vu l'amertume. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ça parce qu'on pourrait croire que vous serez égocentrique, mais c'est pas du tout de cela dont je parle. C'est vraiment comme si il n'y avait que cela. Seule l'image compte, finalement. Ouais, le texte aussi. Je dirais que l'image, même dans sa double définition, l'image que le texte nous permet de comprendre ou la conversation qui lie naturellement l'image au texte, le mot, ça en soi-même est une image qui m'intéresse, qui m'a toujours fait vibrer, qui m'a intéressé. Je sais plus qui avait dit, peut-être que Dané en avait parlé, peut-être que des gens comme ça en avaient parlé, mais qu'il n'y a rien de plus vrai que le faux et que l'image nous permettait parfois de traverser une réalité parfois tellement vraie qu'en fait elle s'auto-annule. Et il y a, comme dans cela, j'ai pu trouver un refuge assez rapidement dans l'image. Ça, c'est sûr. Ça m'a fait du bien. Je me rappelle pouvoir... j'ai toujours aimé regarder les films seul. Il y avait quelque chose d'assez sympathique à me dire que voilà, j'ai mon temps. Je me permets 1h30 à 2 heures tout seul avec des images. Et que c'était des moments sacrés. C'était des moments, et encore, hein, ce sont des moments sacrés. Et l'image, du coup, a pris ce niveau-là, je pense, avec le temps, tellement que parfois, tous les jours, il y a des complications qui sont peut-être dues à ça, le fait que j'essaie de voir le monde avec cette réflexion-là, alors parfois, il n'y a pas besoin. Vraiment pas besoin. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas besoin. Mais quand on réfléchit ce qu'est une scène, une séquence, un film ou juste une image, c'est profondément fondamental. Et je pense que vous avez complètement raison. Sans trop vouloir me catégoriser ou me définir comme ça assez vaguement, j'ai besoin de l'image. Mais le texte en lui-même aussi se rapporte à l'image et du coup il y a un va-et-vient qui me transporte, dont j'ai besoin. C'est une sorte de nécessité, mais c'est un peu bizarre aussi à dire comme ça. Je dirais que c'est juste il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose que je recherche, je pense, dans l'image, avec le grand I, le petit I. Il y a un truc. D'ailleurs, j'ai peut-être une petite... Pardon, j'ai une petite... je vous en prie, allez-y. Je vous en prie, allez-y. Qui est pour le coup lointaine. Je me rappelle quand j'étais en grande section, donc j'étais vraiment tout petit, quand on était très sage à l'école, on avait un temps de sieste, et quand on était sage pendant ce temps de sieste, on nous donnait des bons points. Et après qu'on nous ait donné des bons points, arrivé un certain nombre de bons points qu'on ramenait chaque jour, on nous donnait une image. Et en fait, on nous donnait une image. Et cette image, je me rappelle en grande section, le sentiment que ça avait, c'était des images de fables. Donc une image de, par exemple, je sais pas, mais c'était peut-être Jean de La Fontaine, il y avait Corbeau et le renard, des choses comme ça, très, très simples maintenant, mais qui sont des monuments de la littérature. Et on nous donnait une image. Et ça m'a toujours touché et j'en garde un souvenir qui encore aujourd'hui me porte. Donc voilà, bon, ça c'était une petite anecdote qui m'est revenue comme ça. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que pour le coup, j'ai envie de faire un peu comme Godard, avec beaucoup d'humilité, bien évidemment, j'ai envie de vous contredire. Donc on va se disputer, comme dit Godard. Oui. Moi, ça me gêne qu'il faille des bons points pour avoir une image. Moi, je suis le genre de spectateur qui a eu un moment qui fraudait pour aller au cinéma pour avoir des images. Donc, je n'aurais jamais eu, moi, les bons points. Et c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que la finalité, c'est l'image. Et ça, c'est très beau, ça veut dire beaucoup de choses. Mais c'est le chemin parcouru pour l'avoir, cette image. Est-ce que j'avais vraiment pas du tout prévu cette question. La preuve, c'est que je rebondis sur vos propos. Et aujourd'hui, aller au cinéma dans le sens voir un film, cela peut être dans une salle d'abord, avant tout peut-être, ou aussi un peu comme moi. Est-ce qu'il y a ce chemin parcouru? Est-ce qu'il faut des bons points pour les avoir, cette image? J'ai pas l'impression, je sais pas, j'en sais rien. Mais ce rapport à ce chemin parcouru, avoir des bons points pour avoir une image,
Je sais pas, c'est... Oui, le travail, l'effort, le chemin, disons les barrages un petit peu à passer, les barrières à bousculer ou non. Je pense que déjà dans notre génération, dans la mienne, c'est plus pareil. Le fait qu'on ait, moi j'ai jamais vécu du coup cette ère qui me précédait, mais dans le sens où peut-être il fallait, ouais, fallait se battre, fallait frauder pour aller voir les images, il fallait pas aller en cours, il fallait essayer toutes sortes de choses pour atteindre des mondes qui n'étaient pas à portée de main. Et là, littéralement, ils le sont. Maintenant qu'on a tous presque, c'est plus accessoire du tout, c'est rattaché maintenant à nous. On a des images dans la main sans arrêt. Et que du coup, la recherche d'images, elle se fait différemment dans le sens où on n'a plus besoin d'aller au cinéma. Bon, parfois, je me prends la tête avec des potes ou même avec mon père, avec plein de personnes que je connais, où je discute de ça et je me dis, c'est quand même. J'essaie de comprendre l'histoire des images à ce niveau-là, peut-être du cinéma, je m'arrêterai là, et qu'il y avait vraiment une recherche d'images, un besoin d'aller voir quelque chose d'autre et qu'on n'avait pas tout ça à notre portée. Moi, je l'ai toujours eu, mais en faisant un petit peu l'histoire, l'apprentissage rétroactif, je me suis rendu compte qu'il y avait il y a quelque chose de précieux dans ça. Et peut-être que vous avez raison que ouais, le travail à fournir est différent. Peut-être qu'il est même plus compliqué. Peut-être. Parce que si on veut réellement avancer dans notre culture d'image, parce qu'on pense en image, on raconte des histoires en image, on se rigole parce qu'on repense à quelque chose qui est une image. Aujourd'hui, il faut filtrer, je pense. Il y a vraiment un vrai. Là, il y a une nécessité de filtrer parce que sinon, on sature. Moi, j'ai déjà saturé. Même à la fin du tournage de ce film-là, Mhm. pendant une année, là où j'ai pris un petit peu. J'ai fini mes études pour le mini contexte. J'ai fini des études et ensuite, à la fin de cette période-là, j'ai tourné ce film-là. Et après ça, je suis sorti et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se met en place pour moi maintenant? Ce film-là, bon, je suis très heureux, il y a quelque chose qui en est sorti, j'ai pu le finir. Mais le chemin à prendre dans un monde, pour le coup, qu'aujourd'hui, un monde d'images, hein, on est vraiment dans un monde d'images, tellement elle miroite, elle se regarde sans arrêt, on n'est même plus parfois dans la réalité, que ça me faisait peur, en fait, de contribuer à ça, de continuer. Parce qu'il y a comme c'est pas un sentiment de culpabilité du tout ou quoi, mais j'ai un peu l'impression parfois, je me pose le doute, me dire quel est la fabrication d'images, à quoi nous mène-t-elle, en fin de compte. Donc, vous m'avez dit quelque chose au début, dites-moi. C'était. Mais, mais moi, j'ai cette sensation que ce film-là, et la manière comment les plans dans votre film sont pensés, j'ai cette sensation que c'est aussi, ça fait du bien, je veux dire, dans le sens où on est en face de quelque chose qui pense, d'un objet qui pense, un objet filmique qui pense. Donc, c'est aussi une forme de résistance contre une circulation effrénée, frénétique d'images, parfois dénuées de sens. Donc, la fabrication de vos propres images, qui finalement sont des plans, la fabrication de vos plans sont aussi un rempart contre cette circulation un peu effrénée, chaotique, décérébrés comme ça que l'on subit tous, hein, n'importe lequel. Et c'est une manière aussi, comme vous le dites dès le début de l'émission, de voir le monde. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que n'importe quel spectateur, même celui ou celle qui a l'habitude de prendre le temps d'accepter la durée d'un cinéaste, bah, c'est toujours aussi compliqué pour cette personne-là parce qu'il y a tellement une frénésie d'images dénuées de sens qui l'accapare que ça peut être compliqué. Il y a de cela et donc ça m'amène à cette question, quand est-ce que vous avez eu cette envie, ce désir très fort pour le coup de fabriquer vos propres images? Oui, je suis d'accord déjà avec votre analyse et votre évaluation sur ce qu'est. Je pense aussi que
Oui, moi, il y a eu, je voulais répondre un peu, je vais vous dire quand est-ce que j'ai eu ce désir de fabrication d'images, mais j'essaie de me poser la question s'il y en avait déjà eu un et si ça avait été dans ce sens-là. Je pense qu'au début, je savais pas vraiment ce que j'essayais d'entreprendre. J'avais pas, en tout cas, j'avais pas d'idéologie faite, j'avais pas de manifeste, j'avais pas comme l'impression de vouloir participer à quoi que ce soit, contribuer à quoi que ce soit. Il y avait pas du tout ce rôle-là. En fait, j'ai commencé tout bêtement parce que j'ai reçu comme cadeau une caméra et D'accord. que c'est probablement l'histoire de 150 millions de personnes, mais qu'il y avait là quelque chose à rechercher. Je savais pas comment l'utiliser. Et pour être précis, en fait, c'était une caméra de sport extrême, une GoPro. Et D'accord. moi, j'ai pas, je suis tout sauf le mec qui a ni le gabarit pour, ni l'envie de faire du sport extrême. Ça me faisait kiffer d'aller faire du vélo et de me filmer, mais sans plus. Et en fait, j'ai essayé de, dès le début, pousser la capacité de la caméra en me disant, mais si le sport extrême, c'était juste un plan, une réalité, une mise en scène que j'aurais orchestrée pour que ça tienne. J'ai pas besoin de faire du sport extrême, ou du moins je me redéfinis ce que ça veut dire. Donc j'ai commencé à fabriquer des images dans le sens parce que j'avais déjà cette envie de me dire, et si j'utilisais ça pour faire ça? Et en fait, de là, c'est créé comme un tourbillon. Je me suis dit, oh, on peut dériver tout plein de choses et puis j'ai presque découvert ce que voulait dire, je sais pas, l'art moderne, la conception de ce que ça veut dire de dériver quelque chose, en prendre son esthétisme pour en créer une nouvelle utilité, quelque chose comme ça. Le premier, pour peut-être répondre concrètement, quand j'étais au lycée, c'est après avoir fait énormément de vidéos expérimentales, des vidéos drôles, sans vrai thème cinématographique ou idée derrière, c'est à un moment où je me suis dit, oh, mais je me demande si maintenant je peux pas écrire une histoire. Et pour être totalement honnête, j'ai eu un moment émotionnel assez fort suite à une relation amoureuse qui s'était arrêtée au lycée. Et je me suis Mhm. dit, ah, je vais prendre ma revanche et je vais fabriquer quelque chose qui va aller dans mon sens. Presque comme, oui, comme un geste immature. C'était la fille qui voulait plus être avec moi et dans le film, c'est le garçon qui décidait de plus être avec elle. Et il y avait comme quelque chose qui me permettait de créer ma propre réalité et de m'enfouir dedans. Et je devais avoir ouais, 17 ans où j'ai fait un court métrage et c'était juste dans l'optique de me dire est-ce que je vais pouvoir le faire et j'ai des copains qui vont être là, pourquoi pas. Je vais me dire voilà. Et l'idée de fabrication d'images vraiment pure où j'ai essayé d'apprendre, de comprendre ce que ça voulait dire, l'impact qu'une image peut avoir, la place, même la place morale, la place en général de ce que ça veut dire de pouvoir fabriquer des images et de les montrer, ça c'est venu plus tard. C'est venu plus tard et ouais. L'amertume, votre film, donc, sera projeté le 7 juillet à 20h30, à partir de 20h30 au cinéma L'Archipel. Pour ne pas dire de bêtises, je vais lire le synopsis. Deux frères retournent voir leur maison d'enfance lorsqu'ils rencontrent une mystérieuse femme qui prétend être la mort. Venant annoncer la fin de leur jour, elle propose à un des deux frères de visiter la maison une dernière fois, le forçant à replonger dans un passé confus et douloureux. Quand on voit le film, il y a effectivement de cela, mais il y a beaucoup plus. Il y a Ouais, beaucoup plus. ouais. Alors, c'est une question un peu cuisine interne, hein, mais moi, j'aime bien ça de temps en temps. Moi aussi. Euh, lorsque vous écrivez, lorsque vous voulez penser ces plans, ça part d'où généralement? L'amertume, par exemple, c'est parti d'où généralement? Enfin, c'est parti d'où? Alors, Pardon. oui, alors je m'en souviens très bien. En fait, c'est parti d'une réflexion un peu bébête étymologique. En fait, j'étais fasciné par un, un trio de mots. Je me demandais comment c'était possible que les mots la mort, l'amour et la mer soient aussi proches étymologiquement parlant. Je comprenais pas comment est-ce qu'on avait pu arriver en linguistique à tenir ces trois mots-là à trois syllabes différentes et que bizarrement on parlait de ça tous les jours et que ça choquait personne. Et que même en espagnol on disait mort,
quand en français on dit la mort, et que bizarrement on n'a pas que cette presque contradiction énorme qui est l'amour et la mort, ou la finitude de l'amour c'est la mort, ou l'inverse. Il y avait comme un truc qui me disait, il y a un truc à faire. Et en fait, c'est parti de ça, et c'en est devenu un poème. J'ai écrit un poème qui s'appelait La maladie de la mer, qui clôt le film. Et ce poème-là, ensuite, j'ai extrapolé euh, une sorte de trame narrative qui est quand même un truc qui m'intéresse moins. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez remarqué, mais la trame narrative en elle-même, le A qui mène au B, qui mène au C, qui nous fait penser au A, c'est- et les personnages, c'est des trucs qui, pour moi, ne devraient pas avoir autant de poids qu'une toile de fond, par exemple, qui est beaucoup plus mystérieuse. Je pense que la toile de fond, quand elle vient en avant, moi, elle me permet de me dire, ouf, avant de regarder les personnages, mais où suis-je? Avant de comprendre une histoire, où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Je suis assis, je regarde un film, où suis-je? Et que ça me permet ensuite de me dire, ok, il y a aussi des personnages, il y a aussi un dialogue, il y a des rapports de force même dans les dialogues, des choses comme ça. Donc, une fois que le poème avait été écrit, il y avait comme deux histoires en fait qui se sont levées, qui sont venues vers moi tout simplement un jour, dont une qui était celle que vous venez de dire, énoncée dans le synopsis, qui est l'histoire de ces deux frères qui retournent voir leur ancienne maison de vacances. Et il y a une autre histoire qui du coup se bat avec celle-ci dans le film, qui est l'histoire d'un réfugié politique, d'un homme qui est d'ailleurs joué par moi, parce que Exactement. j'ai pas assez de thunes pour pouvoir choper tout le monde que je veux, donc j'ai fait vraiment ça en mode fabrication du début à la fin. Je me suis dit mis en scène, pourquoi pas. Et dans cette histoire-là, c'est l'histoire d'un réfugié politique qui passe la frontière de l'Espagne à la France. Et pendant 3 jours, il est dans les montagnes, il passe du coup clandestinement. Et j'imagine ce qu'il pourrait se passer dans la tête de quelqu'un qui vit ça et qui est à rien de faire basculer déjà le futur de sa famille et l'origine en fait qui est en train de se redéfinir par rapport à ça. Donc il y avait dans les deux histoires sont des quêtes de nouvelles maisons ou d'anciennes qui essaient de se rapporter l'une à l'autre. Mais c'est du coup les deux histoires n'ont pas de lien narratif direct. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que vous dites qu'il y a plus. Ouais, il y a plus dans le sens où il y a une histoire que j'ai même pas mentionnée, mais qui, je trouve, peut dans le synopsis être un petit peu aspirée le temps de la lecture du synopsis par l'autre, qui permet quand même quelque chose, une toile de fond plus concrète, qui nous amène au moins à se dire oui, ok, bon, j'arrive à conceptualiser deux frères sur une plage qui vont visiter leur ancienne maison. Mmh. On verra le reste. C'est ça que je m'étais dit en fait quand j'ai écrit ça comme ça. Est-ce que vous êtes le genre de cinéaste qui a du mal à compartimenter, à limiter lorsqu'il écrit ou même lorsqu'il écrit pendant le tournage, c'est-à-dire que les choses elles viennent, on va les laisser venir et c'est pas grave et puis on verra ce qu'on fera ensuite plus tard. Est-ce qu'il y a de cela? Il y a un petit peu de ça. Je suis assez fataliste aussi. En fait, je me dis que s'il pleut, c'était Il parce qu'il pleut. fallait qu'il pleuve. Voilà. Et que le plan, la C'est scène. très rossellinien ce que vous dites, hein. C'est très Ben, rossellinien. j'aime C'est ça. beaucoup, j'aime beaucoup. Oui, il y a quelque chose d'assez. J'ai envie de rester un peu enfant dans cette idée-là, de me dire que oui, comme j'utilise la même idée, mais qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, bah, on va quand même aller courir. On va quand même aller s'amuser avec les amis et que ça va être on trouvera une solution parce qu'au final, j'ai l'impression que si je devais m'arrêter à ça et me dire non, on arrête tout, on revient vendredi, on fait autre chose, hein, il y a de l'ego dans ça. Et moi, j'ai peur que ça tire l'histoire quelque part où ça ne doit pas. En fait, avant de tourner le film, avant même de le finir et de le re-regarder, le film n'existe pas. Les autres peuvent le dire dans la conception, pourquoi pas. Mais moi, j'ai rien prévu à part
le temps, la main-d'œuvre et 2-3 bouquins que j'ai lus qui restent dans ma tête et 2-3 films que j'ai vus qui m'inspirent. Et donc, ouais, même si les scènes, pour le coup, les scènes sont écrites au mot, et j'essaie de faire en sorte que ça reste le cas parce que ça me tient à cœur. Le reste, ça peut devenir un peu ce que ça peut devenir parce que j'ai pas le contrôle, donc je vais pas essayer de faire semblant. Il y a, c'est quelque chose dont je parlais avec un ami il y a quelques jours sur. Alors là, on passe à autre chose, hein, bien évidemment, mais peut-être pas sur comment la Passion du Christ était adaptée au cinéma. Et bien évidemment, à un moment, mon ami me suggère au hasard Balthazar et il m'explique pourquoi ce film parle de la Passion du Christ et que cette Anne, finalement, Balthazar, en plus, Balthazar dit beaucoup de choses, il y a énormément de liens. Et il m'expliquait que, enfin, il insistait beaucoup sur le rapport de la caméra avec le texte et comment le texte était capté. Et cette captation du texte donnait une distance qui permettait finalement au spectateur de s'intégrer dans ça. Et qu'il n'y avait rien d'angiographique, rien de sclérosé, rien de... Comment dire, que tout était possible, qu'on avait cette bizarrerie, ce paradoxe que tout était possible. Par exemple, le film La Passion du Christ de Gibson, alors que c'est quelqu'un qui essaye de reprendre l'araméen, tout ça, finalement, paradoxalement, rien n'est possible et que c'est trop sclérosé que nous, spectateurs, on n'arrive pas à s'y intégrer. Le rapport au texte. Où je veux en venir quand je dis ça? Quand je vois votre film, et vous l'avez dit dès le début de l'émission, et vous avez eu raison de me corriger, le texte, c'est très important parce que vous le filmez même. Mais vous avez une manière de le filmer. Vous savez, c'est comme un travelling. Il y en a beaucoup dans votre film. C'est comme si c'est un travelling qu'on voit se faire, et vous ne vous attardez pas sur les objets. Les objets sont là, la vie est là, et le cinéma passe. Il y a par exemple cette séquence où l'un des deux frères donc doit revisiter cette maison. Très très belle séquence. Et il y a ces livres posés sur le lit. Le cinéma passe. Il y a aussi cette télévision qui montre, si je me trompe pas, si je vieillis bien, le sacrifice de Tarkovsky. Totalement. Là encore, ça n'est pas frontal, c'est côté, je crois que c'est en bas, côté droit, si je me trompe pas. Bref, le cinéma passe. Il y a comme ça un rapport que vous avez avec le cinéma, donc avec le langage, cette manière que vous avez de capter les choses, les sens, et c'est très intriguant, je vous l'avoue. C'est pas déstabilisant, c'est intriguant, c'est intéressant même. C'est pas une question. C'est très touchant. Merci beaucoup, c'est très touchant. C'est marrant que vous ayez utilisé le mot déstabilisant parce que c'est un mot que j'ai déjà reçu en fait comme retour. Et même, je l'ai pas mal pris même là. Je trouve ça assez intéressant quand quelqu'un peut me permettre de comprendre ce que ça veut dire. Parce que être déstabilisé dans le fond, même si je retiens ce que vous avez dit, vous avez dit oui, bien sûr. Non, je préfère avoir ça. Mais être déstabilisé, il y a comme un jeu auquel il faut prendre parti et qu'en fait, si on est déstabilisé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui a fonctionné. Et oui, peut-être que si le cinéma passe, l'idée de laisser voir passer, il y a un peu de trauma dans ça. Il y a la perte de contrôle en tant que spectateur. Il y a le fatalisme de malheureusement, je ne vais pas pouvoir regarder cette discussion comme je l'aurais aimé. Et en fait, on va seulement les entendre. Ou alors, on repasse peut-être cette séquence. Au début, il y a une conversation entre les deux frères et la caméra va se poser sur la mer à un moment, parce que pourquoi pas. Et dans ça, ça crée presque une profondeur vis-à-vis de notre relation à l'image et au texte. Et peut-être en culminer au cinéma, qui n'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas, qui est biaisé, le cinéma en lui-même. Il tient toute l'histoire de sa création et de tout ce quand on fait un film, on a tout le reste sur le dos, donc il faut absolument, quand on n'en a pas conscience, ça peut faire vraiment, vraiment lourd. Quand on a conscience, c'est très lourd aussi, mais il y a quelque chose d'autre qui se met en place, donc c'est touchant, merci, vous êtes vraiment touchant, c'est vraiment gentil.
Je vous en prie, je répète, le film L'Amertume, c'est le 7 juillet à l'Archipel, le cinéma L'Archipel à Paris à partir de 20h30. J'aimerais vous poser une dernière question Oui. sur le rythme. Euh, vous évoquiez au début de cette émission le rapport que vous avez au visage. Et c'est tout à fait en cela que, enfin, quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi effectivement, c'est évident, le visage, le rapport au visage. Mais, pardon, pas mais, et il y a aussi cette manière que vous avez de, même si, alors que la mise en scène que vous utilisez est une configuration filmique particulièrement étonnante parce que elle prend le temps de dire les choses, mais vous avez une manière, par exemple, le personnage de la mort, euh, il y a les visages, mais il y a aussi le phrasé, le son de la voix, le rythme, que cela soit le rythme de la caméra, le rythme du dispositif scénographique avec les corps qui sont extrêmement incarnés, dont le vôtre d'ailleurs, et la manière que vous avez de les placer ou de vous placer. Et puis il y a aussi le phrasé. Je pense à la mort. Elle a une manière de dire les choses. C'est comme si c'était de la poésie au quotidien. Il y a une banalisation assez qui est très belle en même temps. Et est-ce que ça, les questions peuvent être difficiles parce que j'ai pas envie d'utiliser des mots un peu passe-partout. Ce serait gênant par rapport à votre travail, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très inquiétant dans cette manière de clamer les choses. Je crois qu'à un moment, elle lui dit à un des deux frères, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut se tutoyer, quelque chose comme ça, ou et j'aime bien. Non, je veux dire, il y a quelque chose qui fonctionne en moi par rapport à ça. C'est que je trouve très, très, oui, très, très particulier et en même temps très banal. Et il y a une forme de poésie qui en découle. Donc, je trouve qu'il y a un travail aussi il y a un travail sur le rythme, quel que soit. Oui, C'est le oui, oui, rythme. oui. Le rythme m'intéresse énormément, énormément. Peut-être c'est une chose sur laquelle je peux revenir quand on disait que, euh, disons, est-ce que je fais quelque chose et puis le plus tard j'y repenserai. Pour le coup, le montage en lui-même, moi j'ai toujours cru que le montage se faisait avant qu'on tourne, qu'il y avait une vraie responsabilité dans comment j'organisais le plan, comment je mettais en scène, comment j'organisais mes mouvements si je suis devant la caméra, derrière la caméra, et qu'ensuite le montage vient à peut-être assumer ensuite les premières décisions sur lesquelles on n'aura plus le contrôle vraiment de dire ah ben je vais couper là, on va mettre là, ça va se mettre là, et il n'y a pas ça. Moi j'ai vraiment envie de me coincer un peu dans ma prison de mise en scène qui est faite dès le début et qu'ensuite il faut assumer et que je fais de l'assemblage après qui demande du temps hein, bien sûr, mais voilà. Pour revenir au rythme, du coup, je pense que ça en découle. Le rythme, dès la prise, dès le moment où on tourne, j'en ai pris conscience et ensuite j'ai essayé de tenir le long de tout le tournage. J'ai essayé de ralentir, j'ai essayé dès qu'il y avait peut-être le potentiel pour aller animer le plan, c'est là où j'avais très peur en fait de le faire presque se rendre ce serait un accident si j'avais laissé par exemple une sorte de dispute se créer ou quelque chose de vraiment animé. Non, j'avais besoin que le personnage le plus mythique, mystique, plus fort, le plus mystérieux, inquiétant, la mort, soit absolument banal et qu'en fait elle, comme lui, puisse avoir une conversation le temps de 2 ou 3 minutes qui se rapprocherait d'une conversation normale, faite de politesse, de gestes, de regards, de mouvements, et qu'il y a quand même le temps de pouvoir essayer d'apprivoiser l'autre et d'approcher l'autre avec respect et une sorte de moralité un peu bizarre. Parce que oui, elle demande, j'ai l'impression de te connaître, tutoie-moi si tu veux. Et lui a du mal à se dire qu'il va la tutoyer. Dans son regard, on peut essayer de le trouver. Mais il la tutoie, et quand il la tutoie, c'est encore plus bizarre, parce il accepte, même si c'était... je trouve que déjà, ça, dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un te demande de tutoyer, vous voyez, c'est déjà
un passage c'est de l'intimité, on rentre dans une sorte c'est une autre conversation. Et filmer ce passage-là, ouais, pour moi, c'était touchant. En plus, dans ces circonstances-là où il y a la mort et quelqu'un qui a presque pas de nom pour le spectateur, c'est un gars, c'est un mec qui est avec son frère et ça rend la chose vraiment, comme vous avez dit, c'est un peu inquiétant. Et pour terminer sur le rythme, moi, j'aimerais souligner le jeu de l'actrice qui est dans ce film, qui est estonienne, qui a un phrasé qui est presque dans... C'est au point à la ligne, c'est au point virgule, tellement que c'est organisé, parce qu'elle a dû apprendre le français, ce qui fait qu'elle a un énoncé unique et qui n'a presque aucune origine, parce qu'il a été appris. Et là où c'était une surprise, j'ai pas du tout organisé de faire ça. C'était une agréable surprise parce que cette fille est ma copine. Je l'ai toujours entendue. J'ai jamais perçu cette chose-là. Et en fait, quand je l'ai découvert, c'est les gens autour de moi qui m'ont dit, ce phrasé qu'elle a, la façon dont elle énonce les choses, c'est un peu glauque quand même. Et puis en fait, ça m'est revenu. Je dis, ouais, il y a quelque chose quand même. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose. Non, mais c'est assez troublant. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur le film, mais on est rattrapé par le temps, ne serait-ce que le rapport à la musique, la manière que vous avez aussi d'orchestrer la symphonie, de l'intégrer dans le film, par rapport aux profondeurs de chant, par rapport aussi aux compositions, aux acteurs. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut voir le film, et le film sera projeté le 7 juillet, cinéma L'Archipel à Paris à partir de 20h30. Une petite dernière question et puis je vous laisse tranquille. Vous travaillez sur un prochain film actuellement? Depuis peu, ouais. Ça m'a pris énormément de temps de sortir du gouffre qui est de faire un film et ensuite de continuer la vie. Mais là, j'ai comme quelque chose de nouveau qui se met en place. Et ce sera une première pour moi, comme j'aime faire un petit peu, de continuer à me renouveler. J'ai envie d'adapter. Pour le coup, on parlait d'images et de texte, j'ai envie d'adapter une nouvelle. Donc, voilà. En tout cas, la porte est ouverte. N'hésitez pas à revenir. Ce sera vraiment avec plaisir, pour le coup. Plus pour moi encore. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Merci. Mais je vous en prie. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle